La différence entre l'Union soviétique et la France, c'est que pendant l'Union soviétique, on voyait personne défiler à la télévision vous expliquer que vous viviez dans un enfer néolibéral. Mais sinon, l'économie, elle est suradministrée, surrégulée, on crée des pénuries. Sinon, on n'aurait pas un déficit commercial qui serait aussi fort. Les Français qui travaillent sont taxés entre 50 à 75%. C'est ça la réalité. Ils ne le voient pas parce qu'on ne leur met pas toujours le super brut. Mais si vous accumulez le super brut, la TVA et les impôts sur le revenu, les Français sont trop majoritairement taxés. En fait, c'est un peu l'élection de la dernière chance. Si en 2027, on n'a pas un candidat qui l'emporte et qui applique des solutions libérales pour faire en sorte qu'on arrête l'endettement, qu'on arrête de sacrifier une jeunesse, qu'on arrête de sacrifier toute une classe d'actifs pour des dépenses publiques en roue libre, comme ça repose que sur les entreprises, ça veut dire qu'elles vont continuer à être de moins en moins productives, de perdre des parts de marché. Il y en a beaucoup qui sont dans le rouge, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, le socialisme est tellement partout et abordé, comme vous le disiez tout à l'heure, par tous les candidats. La seule révolution, c'est d'être libéral. Bonjour Mickaël Miguer. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour NTD l'Actu. Donc pour nos auditeurs, vous êtes président de l'Institut pour le pourparler, l'organisateur des Nuits de la Liberté, et vous avez récemment publié La Révolution Milei, donc aux éditions Valeurs Ajoutées. Tout d'abord, vous avez enquêté sur la popularité de la politique économique de Javier Milei en France, et vous dites que ses idées seraient populaires auprès du public français, malgré ce qu'on peut entendre dans les médias. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, exactement. On a publié à l'occasion d'une des Nuits de la Liberté qu'on a co-organisée avec une association qui s'appelle l'Association des Actifs Anonymes. On a commandé un sondage avec l'IFOP, justement pour tester les solutions libérales et voir ce qu'il en était auprès des Français. On ne parle pas du mot libéralisme, on parle juste des solutions. Et on s'est aperçu que pour la plupart, une grande majorité de Français étaient pour. Je cite par exemple le déficit zéro dans la Constitution, la règle d'or budgétaire. 75% des Français sont pour, ce qui est quand même très très fort. C'est-à-dire qu'on a 52 budgets consécutifs qui sont déficitaires et pourtant vous avez un peuple français qui est ultra majoritairement pour que les politiques ne les endettent pas. Vous avez des préoccupations majeures, y compris chez les retraités par exemple, du fossé générationnel en termes économiques, c'est-à-dire que les jeunes sont de plus en plus pauvres et les personnes âgées vivent pas de mieux en mieux, mais en tout cas vivent quand même très très bien dans la lignée de ce qu'elles ont connu avec les 30 Glorieuses et avec des systèmes de redistribution qui leur sont très favorables, avec une taxation qui était moindre quand eux travaillaient, donc ils ont pu accumuler de l'épargne, ils ont pu investir dans l'immobilier, et puis la jeune génération, c'est très difficile parce qu'elle est très taxée, il y a beaucoup moins de jobs, il y a beaucoup moins d'activités, il y a très peu de croissance. Et les prix du logement, l'alimentation, etc. n'ont jamais été aussi élevés. Et donc, quand vous discutez avec les politiques vous disent « Oui, mais attention, il ne faut surtout pas, les personnes âgées, c'est mon électorat, donc on ne peut pas dire des choses qui sont contre eux. » Et en fait, les personnes âgées sont même plus inquiètes que les jeunes du problème de la dette. Donc ça veut dire qu'en fait, les Français sont beaucoup plus matures que ne le sont les politiques sur les enjeux économiques. On a fait une dizaine de questions donc pour vos auditeurs, les Français et les solutions libérales IFOP, avril 2026. Je recite 3-4 autres. 80% des Français pensent que les politiques ne leur disent pas la vérité sur les enjeux budgétaires et sur l'économie, le déficit de l'État, la réalité budgétaire, etc. 80% des Français ne pensent pas qu'il y a un candidat pour lequel ils pourront voter en 2027 qui permettra d'améliorer la situation économique. C'est quand même très très lourd. Et celui que je préfère, c'est 68% des Français seraient prêts à voter pour une candidature de quelqu'un qui propose, comme l'a fait Javier Milei, une thérapie de choc. Une thérapie de choc, c'est-à-dire baisser les impôts, donc baisser les dépenses, pour relancer la croissance et le pouvoir d'achat. Et évidemment, arrêter le déficit.
68% des Français sont prêts à voter pour un candidat qui propose cela. Donc ça veut dire que en fait, les Français sentent bien que il y a de moins en moins d'argent qui reste sur le compte en banque, qu'il y a de moins en moins de clients quand vous êtes un artisan, que vous avez beaucoup de faillites, que c'est de plus en plus dur d'entreprendre, que vous avez une taxation qui est très très forte. Je pense notamment pour les indépendants. Si vous cumulez les impôts, les URSSAF, la TVA que vous devez rendre et après ce qui vous reste sur le compte, il y a très très peu. Les Français qui travaillent sont taxés entre 50 à 75%. C'est ça la réalité. Ils ne le voient pas parce que on leur met pas toujours le super brut. Mais si vous accumulez le super brut, la TVA et les impôts sur le revenu, les Français sont trop majoritairement taxés. Et le bon sens populaire, qui parfois délaisse un peu et déserte certains technocrates ou certains politiques, se rend bien compte que ce système-là, qui pénalise le travail, ne fonctionne pas. Quand vous voulez réduire l'obésité, vous taxez les aliments sucrés. Quand vous voulez réduire la consommation du tabac, vous taxez la cigarette. Tout le monde voit bien que lorsque vous avez plus d'argent qui vous reste à la fin du mois, vous pouvez le remettre dans l'économie et que l'économie, c'est quoi? C'est un système circulaire où quand il y a de la consommation, ça recrée des emplois, ça peut faire des marges pour les entreprises qui peuvent réinvestir, qui peuvent reproduire et qui recréent des emplois. Plus vous abaissez ça, plus vous l'abaissez parce que l'État taxe le travail, et toute l'économie diminue. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français s'en rendent bien mieux compte que les politiques et qu'on parle beaucoup d'enjeux budgétaires, mais on ne parle jamais d'économie. Or, l'économie française va très très mal. Là. C'est presque un plan de secours qu'il faut réaliser. Les Français en ont conscience, malheureusement beaucoup moins les politiques. Mais si on leur parle directement, comme avait pu le faire Javier Milei avec un libéralisme populaire, en parlant notamment pour lui des sujets d'inflation, pour nous de pouvoir d'achat ou de problèmes de dette et d'endettement, et là je pense que les Français sont tout à fait prêts à entendre le bon sens. Comment expliquer justement le fait qu'il n'y ait aucun grand responsable politique qui ait intégré dans ses programmes pour 2027, notamment une coupe budgétaire assez massive? Même quand on regarde les programmes du RN, avec quelques petits ajustements sur telle taxe ici, telle taxe là, on voit tout de même qu'ils sont en faveur d'une fiscalité qui est celle qu'on connaît actuellement. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que le sondage que l'on a fait, il y a les réponses par catégorie socio-professionnelle, d'âge, etc., mais également par sympathie politique. Et on s'aperçoit, on a été un petit peu surpris, par exemple sur la thérapie de choc, donc les Français, ils sont à 68% plutôt pour, et les sympathisants du RN sont à 81% pour. Ça veut dire qu'en fait, ils ont une base qui est beaucoup plus de bon sens, beaucoup plus libérale qu'ils ne le sont. Je pense qu'il y a eu, vous savez, les politiques, ils sont un peu suiveurs de l'opinion. Ils ont leur électorat, en l'occurrence le Rassemblement national a un électorat où il y a notamment des personnes âgées sur lesquelles il faut essayer d'aller les séduire, il ne faut pas leur faire peur. Et donc je pense qu'il y a une petite... un petit calcul politique, mais comme ça l'a été pour beaucoup, de se dire si on leur dit qu'on va faire une réforme des retraites, qu'on va baisser des retraites, etc., ils vont tout de suite avoir peur, donc ils ne vont pas voter pour nous et on ne va pas être élus. Donc je pense qu'il y a ça dans un peu tous les partis, puisqu'on n'a que des partis qui sont faibles, et il n'y a aucun parti qui peut dire j'ai tellement d'avance pour gagner au second tour que je peux me séparer d'un électorat. Donc il y a cette petite part de calcul politicien. Il y a un suivisme de l'opinion, parce que personne n'a réellement fait le travail que moi j'essaye de faire avec d'autres et d'accompagner, et que font beaucoup de think tanks et d'associations, je pense notamment à Contribuables Associés, à l'IREF et d'autres, pour expliquer en fait qu'est-ce qui pêche. Et après, je pense qu'il y a aussi moi, qui ai été en politique, je ne peux pas leur jeter la pierre parce qu'il y a un manque de temps de travail en fait. Quand on est en politique, c'est très difficile de libérer du temps. Il faut déjà avoir une passion économique pour traiter ce sujet, parce qu'il y a 10 000 autres sujets quand vous êtes engagé en politique. Mais pour traiter ce sujet, pourtant, il existe des solutions. Ça, il faut y consacrer du temps, il faut avoir une profonde conviction. Par exemple, ce que je leur dis très souvent, je dis mais il ne faut pas baisser les retraites de tout le monde. Quand vous avez par exemple quelqu'un, je le dis parce que c'était public, Michel Barnier, qui touchait 28 000 € de retraite quand il est entré à Matignon, que de l'argent public. 28 000 €, on peut le baisser à 4 000 €. Il va pas se retrouver à la rue.
Et avec 22 000 euros économisés, on n'est pas obligé de baisser de 100 ou 150 euros pour équilibrer les comptes à la personne qui était infirmière ou l'agriculteur qui a déjà une petite retraite. Donc on peut faire les choses intelligemment. Il y a des solutions qui existent. Et d'ailleurs, on l'a testé, cette solution, de caper en fait les dépenses du public, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Ce qu'on dit pudiquement des régimes spéciaux sont en réalité des privilèges. Il faut quand même se souvenir qu'on a fait la République française avec liberté, égalité et fraternité. Le premier, liberté, qu'on a complètement oublié. Le deuxième, égalité, qu'on est totalement en train d'oublier parce qu'il y a des régimes spéciaux et qu'on a fait la révolution pour abolir les privilèges. Là, on a un État qui est en banqueroute et qui maintient des privilèges. Et c'est incompréhensible qu'il n'y ait aucun politique qui le dise comme ça. Et notamment qu'on ne puisse pas mettre la gauche au pied du mur. Dire, attendez, vous êtes de gauche, vous avez la main sur le cœur. Vous défendez des privilèges. Comment on peut expliquer ça? C'est incompréhensible. Mais tant qu'il n'y a pas des personnes qui le disent et qui le mettent dans le débat public, tout le monde est dans une sorte de suivisme. Cependant, j'observe, donc ça c'était la partie un petit peu noire, j'observe quand même qu'il y a du changement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que maintenant tout le monde sait qu'il y a un véritable problème budgétaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a d'ailleurs rappelé qu'il allait devoir avoir nécessité de passer un budget, etc. Mais il y a quand même des enjeux d'intérêt de la dette, il y a des dizaines de milliards à trouver en plus chaque année. Et puis maintenant, il y a l'exemple de Milei qui a marché. Donc ce qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire qu'au début on disait non, on peut mettre le problème de la dette sous le tapis, et puis de toute façon il n'y a pas d'alternative, on ne peut pas faire autrement. Là les gens sont un peu plus nuancés. Et c'est pour ça qu'il y a des figure libérale dans beaucoup de partis, que ce soit chez Édouard Philippe avec Christelle Morançais, que ce soit chez les LR au sens large avec David Lisnard, que ce soit par ailleurs donc Guillaume Kasbarian, je mettrais même Charles Laloncle, Sarah Knafo, Charles Rodwell aussi chez Renaissance, qui sont des personnes qui ont conscience de ces problèmes. Puis vous avez des personnalités également très respectées, comme je pense notamment Nicolas Dufourcq, qui a fait un merveilleux livre sur la dette, et qui explique en fait que c'est comme l'avait dit aussi le président de la Cour des comptes, c'est des dépenses publiques qui sont devenues en roue libre totalement. Et tant qu'il n'y a pas un pouvoir politique qui dit maintenant stop, on éteint le robinet, ça va continuer. Mais pour que le pouvoir politique puisse dire stop, il faut que l'opinion soit sensibilisée et qu'elle refuse d'élire, de voter pour des gens qui vont les appauvrir et qui sacrifient totalement la classe d'actifs qui travaillent aujourd'hui et qui sacrifient et qui endettent une jeunesse qui n'aura plus aucun avenir. Aujourd'hui, quand on entend dans les discours taxer les super riches, augmenter ou avoir une taxation plus juste, plus équitable en visant une certaine partie de la population, en réalité, on se rend souvent compte que ce sont les classes moyennes qui finissent par subir la pression fiscale au final. Vous savez, c'est comme quand on dit qu'il faut faire une taxe sur les chats. C'est pas le chat qui va payer des impôts, c'est toujours les autres. Donc dès qu'on met une taxe sur une entreprise, une grande entreprise, sur une grande fortune, etc., ça a des répercussions. Il y a un très bon livre de Laffer, vous savez, l'économiste Arthur Laffer, qui est célèbre pour sa courbe, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Les taxes ont des conséquences ». Et en fait, ce qui détermine la force d'une économie, c'est son taux de croissance. Et ce qui détermine son taux de croissance, c'est le capital global qu'il y a dans une économie. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir attirer le capital et que, comme on disait tout à l'heure, si vous taxez les sodas pour les réduire, quand vous taxez le capital, vous réduisez le capital. Mais vous le réduisez pour tout le monde. Donc le riche qui a moins d'argent, il se dit tiens, je vais pas parce que l'argent il reste pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui circulent, des idées reçues comme ça, comme aussi on en parlera tout à l'heure pour les services publics, qui sont vraiment des idées d'un populisme, mais qui est un populisme de gauche qui est efficace. Et en fait, dans l'imaginaire de gauche, on pense que les riches, ils ont, vous savez, comme la piscine de pièces de Picsou, ils ont leur coffre-fort, ils nagent dedans, etc. Sauf qu'en fait, non. Quand ils ont leur argent, il est dans un compte en banque. Le compte en banque, il permet aux banques, plus il y a de l'argent dans un compte en banque, plus ils peuvent investir, plus ils peuvent prêter, plus ils peuvent faire fonctionner l'économie. Donc plus vous avez d'argent qui circule, le riche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'acheter une voiture, on va dire, etc. Oui, mais s'il s'achète une voiture, ça fait marcher l'économie. Si l'argent il va dans une administration, alors on pense que oui, c'est lui qui va payer, et puis c'est moins moi. En réalité, non, parce que les administrations, elles n'ont pas baissé leurs dépenses. Ce n'est pas parce que vous taxez un riche que les dépenses publiques baissent.
ou qu'elle reste constante. Plus vous taxez, plus l'administration dit plus on dépense. Donc en réalité, ça fait partie des idées totalement populistes et totalement fausses. D'ailleurs, sinon les riches ne partiraient pas de France. Si on pouvait les taxer, que ça n'avait pas de conséquences. Si on pouvait les taxer, qu'il n'y avait pas moins de croissance, moins d'emplois et moins de pouvoir d'achat aujourd'hui. C'est comme il y a une deuxième idée qui circule beaucoup, c'est attention, les libéraux veulent casser les services publics, ils vont moins les doter, etc. J'entendais la dernière fois Pierre Ninet, qui est pourtant un acteur que j'adore et qui est un des meilleurs de notre génération, et qui disait attention, regardez bien pour qui vous votez, il y en a qui veulent détruire les services publics. Si vous prenez deux services publics absolument majeurs, la santé et l'éducation, vous les comparez par rapport à il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on était le premier système de santé au monde et on était un des systèmes éducatifs, pas le plus performant, mais parmi les 10 plus performants. On a injecté massivement de l'argent sur ces deux services publics. Où est-ce que c'est allé ? Est-ce que vous avez plus de lits d'hôpitaux ? Est-ce qu'on a plus d'hôpitaux ? Est-ce qu'on a amélioré le système éducatif ? Non. Les deux se sont effondrés. Pourquoi ? Parce que ça crée de la complexité. Ça crée de la technostructure. Et à chaque fois, quand on augmente les budgets des services publics, des ministères, ça ne va pas dans le fonctionnement du ministère, ça ne va pas dans le service donné aux usagers et aux citoyens, ça va dans, je parlais par exemple des régimes dits spéciaux, ou ça va dans les hauts fonctionnaires, ça va dans les retraites des fonctionnaires, les retraites des hauts fonctionnaires, ça va dans, on crée une nouvelle structure qui va regarder, superviser la surréglementation qu'il y a eu, qui freine. Là, on a des forêts qui brûlent, et puis on s'aperçoit que oui, mais en fait, il y a tellement de réglementations qu'on ne peut pas avoir les bons outils, qu'on ne peut pas avoir les bons aliments dans les produits, etc. Donc, en fait, plus on met de la complexité, plus ça appauvrit les choses. C'est comme si on disait, oui, mais regardez, il faut continuer à nourrir quelqu'un qui est déjà obèse. Non, en fait, si on surnourrit quelqu'un qui est déjà obèse, et après qu'on s'étonne qu'il avance pas très vite ou qu'il court pas un marathon comme un sportif, c'est qu'il y a un petit problème. Et en fait, les organisations, c'est exactement pareil. Et vous comparez toutes les organisations ou tous les pays qui ont de la forte croissance, il y a une taxation qui est assez faible. Et au contraire, regardez Dubaï, regardez Monaco, c'est pas un enfer où ils crèvent la dalle et nous, on est très abondants. Et on ne voit pas des gens de Dubaï qui rêvent d'habiter dans le 93, là où il y a plein de dépenses publiques pour les services publics. C'est plutôt l'inverse. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut mener un combat pour dire la vérité et sensibiliser les gens et que ça rentre dans les têtes et un petit peu décomplexer les politiques et les décideurs publics à accéder à ce genre de services publics plus efficaces et un peu plus économes. Vous avez mentionné l'affaire donc en début de réponse. On a pu s'apercevoir une confirmation de la théorie de l'affaire, la théorie de la courbe de l'affaire qui dit qu'au-delà d'un certain taux de prélèvement, l'État perçoit moins de fiscalité. Parce que les citoyens simplement trouvent d'autres façons de ne pas payer leurs impôts, soit en travaillant au noir, soit en s'exilant. Donc il y a moins de recettes fiscales au-delà d'un certain taux de prélèvement. On voit qu'en Argentine, Javier Milei a justement baissé les impôts. Et alors ce n'est pas la seule raison, mais les recettes fiscales ont augmenté dans son pays suite à cette baisse. Est-ce que vous pensez qu'en France, on pourrait appliquer le même principe et qu'il serait productif ? Évidemment, parce qu'on est très taxé partout, donc tout l'argent qui va dans l'administration ne revient pas dans l'économie. Or, comme il y a certaines recettes fiscales, je pense notamment à la TVA, qui sont dépendantes de la consommation, si vous supprimez l'impôt sur le revenu, si vous supprimez les URSSAF, si vous supprimez les cotisations patronales, employeurs, etc., que les citoyens ont plus d'argent. Alors, s'il reste à la banque, ça va faire plus d'investissements. Mais s'ils restent dans leur poche et qu'ils vont le dépenser dans l'économie réelle, ça fera plus de recettes de TVA. Et en plus, ils peuvent réinvestir, ils peuvent acheter d'autres choses, ils peuvent payer des travaux dans leur maison ou dans leur appartement ou que sais-je. Ça va faire de la consommation en plus, ça va être de l'investissement en plus, où il y a toujours de la taxation qui va être en hausse. Ce qu'il faut, c'est supprimer tout ce qui pèse véritablement, ce qui bloque l'économie. Donc ce qui bloque la consommation, ce qui bloque l'investissement, toutes les surréglementations où avant de prendre une décision, on met de l'argent et de l'énergie dans ce qui n'est pas productif. Et à partir de là, en fait, l'État s'en sortira très bien. Je crois que l'Europe dépense
l'équivalent de 65% des dépenses sociales mondiales, alors qu'elle est que 12% de la population. Et qu'au sein de l'Europe, c'est la France qui est numéro un. En réalité, on vit sur un mensonge d'un modèle social qui est tout sauf un modèle, où les Français n'y sont plus du tout attachés parce qu'ils savent qu'ils sont endettés et qu'ils ne vivent plus aussi bien que la génération précédente. Donc ça a été un modèle dans l'opinion parce qu'il y avait des gens qui en bénéficiaient et qui faisaient croire que c'était durable pour en bénéficier, sauf que c'est absolument pas durable. Donc évidemment qu'il faut une thérapie de choc, et que ce soit sur la courbe de l'affaire ou sur d'autres, les solutions libérales fonctionneront même mieux ici, parce qu'on a un système beaucoup plus sclérosé. L'Argentine, on dit, il a fait une super thérapie de choc, Milei, etc. Quand il est arrivé, le taux de dépenses publiques, c'était 40%. Nous, on est à 57%. Donc déjà, si on revenait à ce qu'était l'Argentine pré-Milei, ce serait déjà une immense thérapie de choc. Et après, il l'a baissé de 40 à 30%, et c'est ça qui a fait repartir les recettes, la consommation, qui a baissé l'inflation, etc., etc. Peut-être pour développer les points que vous abordez dans votre livre, quelles seraient les inspirations que pourraient prendre nos grands responsables politiques de ce qu'a mené Mireille? Dans quelle proportion, dans quelle perspective? Alors déjà, je pense que la première chose que devraient avoir les politiques, c'est des réflexions sur l'économie. Ce qui leur manque énormément. On parle de budget, on ne parle jamais d'économie. Milei est un économiste. Ce qu'il a visé, ce n'était pas juste un budget. Quand il arrivait, en plus, il fallait boucler un budget en un mois. Et il n'avait même pas de majorité parce qu'il avait créé un parti, il est élu président, ça faisait 2 ans qu'il faisait de la politique, il était seul député de son parti. Et donc là, il accède à la présidence. En un mois, il boucle un budget avec déficit zéro. Donc déjà, déficit zéro, ça doit être la base de toutes les politiques publiques. Ensuite, en baissant les dépenses, en faisant en sorte que les entreprises puissent être allégées, il a fait un paquet de centaines de mesures pour alléger les entreprises, pour qu'elles puissent reproduire et redémarrer, et que les industries puissent redevenir prospères, et donc irriguer après de la prospérité tout le reste de l'économie. Donc il y a eu des petits ajustements parce que comme il a réduit 10% du PIB en dépenses publiques, il y avait plein de gens qui vivaient de ces subventions, qui n'étaient pas productifs, mais qui en vivaient et donc qui redéployaient cet argent. Mais sauf que ce n'était pas sur une base productive et c'était au détriment de choses qui étaient productives. Donc il y a eu une petite période d'ajustement qui a duré 8 mois. Ça, c'est quelque chose que les politiques doivent intégrer. C'est qu'en fait, la thérapie de choc, les effets, on dit ah oui, ce seraient des effets désastreux, ça dure 8 mois. C'est-à-dire il arrive, déficit zéro, 8 mois après, donc il y a eu une petite baisse de la croissance négative, mais très faible, et après c'est reparti à 3,5, 4% en 8 mois. Donc c'est quand même qu'il faut intégrer que, en fait, plus on va supprimer des taxes, supprimer la dépense publique, remettre de l'argent au cœur de l'économie réelle, dans la poche des gens et en laisser en trésorerie dans les entreprises, plus ça va irriguer l'économie. Et parmi les résultats spectaculaires qu'il a eus et inédits, il y a eu une chute énorme de la pauvreté qui était aux alentours de 50% et qui est maintenant aux alentours de 25%. Il y a même le FMI qui l'a salué cette semaine encore. Il y avait un déficit fiscal énorme, il l'a transformé en quelques mois en un surplus fiscal. Il a divisé l'inflation par 10 et le déficit commercial qui était chronique en Argentine, ce qu'on connaît nous également, s'est transformé en un surplus. Et parce que quand on a des industries qui sont prospères, on produit à un meilleur prix. Et donc, plutôt que de devoir importer ce que font mieux les autres moins cher, c'est nous qui pouvons se mettre à les exporter. Et donc, sur tous ces indicateurs, on est repassé au vert. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique économique d'inspiration libérale qui respecte la propriété privée, qui respecte l'individu décisionnaire et qui fasse comprendre un peu à tout le monde qu'il n'y a que 2 choix. C'est soit le fonctionnaire qui va créer de l'emploi, soit c'est l'entrepreneur. C'est 2 choix, c'est 2 hypothèses. Il n'y a que 2 hypothèses. On a privilégié la première en pensant que c'était le fonctionnaire qui, par des normes, par des dépenses publiques, en prélevant les entreprises, allait mieux savoir que les entrepreneurs comment dépenser. Et en fait, quand vous laissez les entrepreneurs, c'est eux qui créent l'emploi. Et donc, il faut tout miser sur les entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs une des révolutions de Milei, qui est la révolution notamment de Murray Rothbard, qui met vraiment les entrepreneurs au cœur de la création économique. Quand on compare les taux d'imposition des différents pays, on se rend compte que finalement aujourd'hui on est au-dessus de la Chine, au-dessus de la Russie par rapport au taux de taxation des citoyens. Est-ce qu'on n'est pas finalement aujourd'hui plus communiste que les communistes, ou est-ce qu'on peut dire qu'on a une économie qui s'apparente à du soviétisme?
J'ai fait une blague la dernière fois avec des amis qui leur avaient plu, c'est de dire la différence entre l'Union soviétique et la France, c'est que pendant l'Union soviétique, on voyait personne défiler à la télévision vous expliquer que vous viviez dans un enfer néolibéral. Mais sinon, l'économie, elle est suradministrée, surrégulée, on crée des pénuries. Sinon, on n'aurait pas un déficit commercial qui serait aussi fort. On ne devrait pas s'endetter aussi fortement. Et on voit que toutes les grandes innovations technologiques, toutes les grandes productions se font maintenant en Chine et aux États-Unis, et que l'Europe est en train d'être dans un toboggan de déclin industriel très très fort. Mais eux ont gardé en fait une économie, c'est une économie de marché dirigée. Et quand ils font des plans, nous, on a un commissariat au plan qui était une petite passe d'armes avec David Lisnard et Clément Beaune. Nous, on a un plan qui n'a plus rien à voir avec les plans quinquennaux que réalisait l'État français sous le général de Gaulle et Georges Pompidou. La Chine, si. La Chine, il se dit, bah voilà, on regarde toutes les grandes innovations, l'intelligence artificielle, le cloud, toutes les infrastructures, l'automobile, etc. Et on fait des plans pour être les meilleurs là-dessus. Pour d'ici 5 ans, par exemple, ils avaient fait un plan à la fin des années 2010 en disant on veut être les meilleurs sur les véhicules électriques. Et donc, ils ont fait toute une politique pour faire en sorte que notamment BYD soit un constructeur qui produise beaucoup, mieux que les autres, et donc avec des économies d'échelle très fortes vu la grandeur du marché chinois. Et ils l'ont réussi. Et nous, face à ça, on dit maintenant, pour se protéger, on va faire des droits de douane. En fait, on veut faire les tarifs à la Trump, alors que tout le monde a dénoncé Trump en disant qu'il ne comprend rien à l'économie, machin, etc. C'est marrant parce qu'il a suffi que Trump dise ça pour que fait, tout le monde se découvrait libéral. Et que maintenant, on dit, finalement, face à la Chine, vu que nous, on n'a pas fait ça et qu'on fait de la morale ou qu'on fait de la surrégulation et qu'on ne peut plus produire, on va surtaxer ceux qui savent produire. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Et la Chine est en façade communiste. Et en réalité a fait ce qu'il faut et donc tout pour être très compétitif, bien produire et donc adopte des solutions libérales. La France fait l'inverse, la France dit qu'elle est libérale, l'Union européenne également, et en fait on surrégule beaucoup plus que le font les partis dits chinois, les partis chinois dits communistes au pouvoir, et taxent plus que ne le sont beaucoup de pays communistes, et même plus que l'Union soviétique en son temps. Quel serait le scénario du pire? On voit par exemple ce qui s'est passé en Angleterre en 2024 et 2025. Il y a une estimation donc, qui est en partie des projections qui montre que 26 000 millionnaires auraient quitté la Grande-Bretagne en 2024-2025, donc en partie à cause des impôts. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments comme ça, peut-être aussi en France, qui pourraient faire douter d'un scénario du pire, et quel serait-il? Dans les événements que j'organise, donc dans les Nuits de la Liberté, je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs par ailleurs, etc. Et tous ont un peu le même sentiment. Alors il y en a qui sont déjà partis, beaucoup. Et beaucoup disent, mais en fait c'est un peu l'élection de la dernière chance. Si en 2027, on n'a pas un candidat qui l'emporte et qui applique des solutions libérales pour faire en sorte qu'on arrête l'endettement, qu'on arrête de sacrifier une jeunesse, qu'on arrête de sacrifier toute une classe d'actifs pour des dépenses publiques en roue libre, comme ça repose que sur les entreprises, ça veut dire qu'elles vont continuer à être de moins en moins productives, de perdre des parts de marché. Il y en a beaucoup qui sont dans le rouge, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte. On a des records de faillite. On a également, on en parle peu, mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont en dépression, qui suicident, qui sont à la rue, parce que l'entrepreneur, on aime bien le taxer quand il réussit, mais quand il fait faillite, il n'y a pas de fonds de sauvegarde pour un entrepreneur, on ne va pas l'indemniser, il n'a pas de droit au chômage, l'entrepreneur. Et donc tous ces gens qui... mais c'est même pas que pour des raisons fiscales, c'est parce que les projets ne peuvent plus sortir de terre en France. Vous faites de l'immobilier en France, vous mettez 15-20 ans. La dernière fois, j'ai discuté avec un promoteur immobilier qui avait fait quelque chose il m'a dit, ça a mis 18 ans à exister. Et il dit, mais aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, je ne pourrais même pas le faire. Ça mettrait trop de temps parce qu'en 18 ans, on a rajouté tellement de réglementations que je ferais autre chose. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont créatifs, qui sont déjà à l'étranger, et d'autres qui se disent, si on ne peut pas créer ici, on ira créer ailleurs.
Et ça, c'est dramatique parce que les entrepreneurs sont la base de l'économie. Et si vous taxez le travail, vous faites partir les talents. Si vous taxez le capital, vous faites fuir les capitaux. Et du coup, il reste un État qui est, pour certains, il y a plein de politiques qui sont contents parce qu'ils disent bah, c'est génial, comme ça, on a la mainmise totale sur l'économie. On a la mainmise sur Renault, on a la mainmise sur EDF, on a la mainmise sur tous les gros. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous comparez le CAC 40 à d'autres indices boursiers, on a quasiment les mêmes grands groupes qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Alors que normalement, ça doit se renouveler. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez un Facebook, vous avez un Tesla, vous avez X, vous avez Palantir, vous avez plein de boîtes qui intègrent la bourse, qui deviennent des mastodontes. Et les historiques, bah, c'est normal. Par rapport à Ford, Tesla va prendre des parts de marché, etc. Nous, on a les mêmes groupes. Parce qu'on n'arrive pas à innover, ou en tout cas, on ne peut pas vraiment faire en sorte que vous puissiez grossir. Et on dit, ah oui, on a LVMH, etc. Mais LVMH, l'essentiel de son chiffre d'affaires, il ne se fait pas en France. Et donc, il y a vraiment un mindset à changer. Et le problème, c'est qu'il y a une volonté de certains politiques de dire, bah oui, mais comme ça, nous, on décide de ce qui doit se faire dans les entreprises. Vous savez, il y avait c'était Charlie Kirk à qui on demandait quelle était la définition du socialisme. Il disait, d'un point de vue académique, c'est l'appropriation par l'État et la collectivité des moyens de production. Mais d'un point de vue pratique, c'est la prise de pouvoir par des éléments improductifs à la tête d'un État qui, du coup, taxe et régule ceux qui sont productifs sans en avoir les compétences. Et c'est vrai que la définition n'est pas totalement dénuée de sens. Y a-t-il un point sur lequel vous souhaiteriez revenir pour notre audience? C'est le titre du livre, il y a une révolution libérale qui est vraiment en train de se passer. Je crois beaucoup au terme. Révolution, on a anciennement un peu tous les révolutionnaires marxistes, donc de l'Union soviétique avec Trotsky, ensuite Staline. On a les révolutionnaires d'inspiration marxiste en Amérique du Sud, Fidel Castro, Che Guevara, etc., même avec une dose de romantisme qui a collé à ça. Sauf qu'en réalité, il y a toujours, que ce soit dans le socialisme ou dans le communisme, une contrainte totalitaire qui est inévitable. Et face à ça, puisque les États-providence ont été remplacés par des systèmes vraiment sociaux trop importants, et donc des contraintes totalitaires en liberté d'expression, en taxation, en surrégulation, vous ne pouvez plus faire ce que vous avez envie, etc. Il faut un système alternatif. Et le seul système alternatif au totalitarisme aujourd'hui, c'est le libéralisme. Il faut d'ailleurs se souvenir que les fascistes disaient tout avec l'État, rien en dehors, les fascistes italiens. Que quand on dit les nazis, l'extrême droite, nationale, oui, mais socialiste. Aujourd'hui, le socialisme est tellement partout et abordé, comme vous le disiez tout à l'heure, par tous les candidats. La seule révolution, c'est d'être libéral. Et au début, on dit oui, mais non, c'est marginal, il est fou, etc. Depuis l'élection de Millet, non seulement tous ceux qui avaient signé des tribunes en disant que ça ne marcherait jamais, etc., ils ne veulent surtout plus qu'on leur rappelle qu'ils ont signé ça, parce qu'ils sont tous trompés. Ils avaient fait de l'ingérence en plus, mais ils sont tous trompés. Et comme ça a marché, il y a la quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud qui, depuis, ont basculé vers des pouvoirs de droite libérales. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment game changer. Et à l'époque, entre les écrits de Karl Marx des années 1850 et la révolution bolchevique de 1917, il y a à peu près 70 ans. Aujourd'hui, avec X, avec Facebook, avec les sites, la connexion, les TikTok, etc. Vous voyez une vidéo, vous comprenez ce qui veut dire que ce n'est pas l'État qui peut créer de l'argent, c'est le secteur privé et c'est les entrepreneurs. Ça frappe. Et donc, du coup, il y a vraiment comme une traînée de poudre, quelque chose qui est en train de se passer. Quand j'en parle, on me dit oui, mais ça n'arrivera pas en France. J'ai mis dans une tribune récemment, est-ce que c'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à nos frontières, nous, ça ne nous concerne pas. Moi, je pense que non. Et donc, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Et je pense que, quitte à être un peu parfois l'oncle relou dans des dîners ou déjeuners de famille, il ne faut pas lâcher parce qu'on a une jeunesse qui est en train d'être totalement sacrifiée, ce qui est totalement irresponsable, immoral et inefficace économiquement, et que les seuls adultes aujourd'hui dans le débat public sont les libéraux, et qu'il faut les encourager. Et donc, en tout cas, il y a un combat à mener pour un futur plus prospère,
qui est possible. Et donc de ne pas hésiter. Alors si vous voulez en savoir plus, évidemment, lire mon livre La Révolution Millet, mais suivre les politiques notamment que j'ai cités, et puis pas mal d'économistes aussi. Venez aux Nuits de la Liberté, suivez-nous sur les réseaux sociaux, et puis participons communément à une bataille culturelle. Et puis l'Argentine a montré que parfois il y avait de belles surprises pour un pays qui peut renaître, donc pourquoi pas la France? Même s'ils ont perdu la Coupe du Monde. Même si on perd la Coupe du Monde, mais ça, nous, on n'en est pas trop triste. Merci beaucoup, Michael Miguer, d'avoir accepté notre invitation. Merci.